Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir ce matin pour ce webinaire qui va parler des online marketplaces au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Joris, de nous donner de ton temps précieux. Donc, Joris va être notre intervenant ce matin pour nous parler de ce sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Là, en 45 minutes chrono, on va s'efforcer de vous donner les tips pour bien et les clés de compréhension de ce canal de distribution, comment s'y prendre, comment c'est structuré, comment marche cet écosystème et ce canal de distribution. Donc voilà, on va s'efforcer d'être concis et pragmatique et puis répondre à toutes vos questions. C'est l'occasion, ce webinaire, donc de créer de l'échange. Vous avez en face de vous un expert, donc il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Si vous ne souhaitez pas le faire là pendant le webinaire, on est à votre entière disposition après. On sait être réactif et à votre disposition, donc c'est très facile d'organiser une vidéo par la suite. Donc bienvenue à toutes et à tous. Je vais laisser Joris se présenter, il le fera beaucoup mieux que moi. Donc très brièvement, Joris, qui es-tu et que proposes-tu pour aider nos entreprises bretonnes dans les compétences que tu as? Bon, merci Karen pour cette intro. Bonjour à tous et bienvenue. Donc je m'appelle Joris, je suis donc français britannique maintenant. Ça fait à peu près 22 ans que je suis au Royaume-Uni, 18 ans d'expérience à l'international et donc j'accompagne les dirigeants, que ce soit dans les PME, ETI ou des grands groupes, pour activer deux choses, la croissance internationale et la croissance digitale, et ce, dans le monde entier. Donc, il s'avère que je suis basé au Royaume-Uni, mais donc je connais très bien le marché du Royaume-Uni, mais je connais aussi très bien le marché Europe et monde. Une approche donc pratique adaptée pour les ambitions des entrepreneurs, mais aussi donc des dirigeants de business établis. Et donc voilà, je fais ça depuis un certain temps, j'ai travaillé sur un certain nombre de groupes. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un élément du pléphora possible du monde de la sphère digitale, qui est donc les marketplaces. Et donc nous irons plus en détail par la suite. Je crois que Karen, tu voudrais prendre la main pour redonner quelques contextes pour BCI, je crois. Ouais, tout à fait. Et puis une petite précision par rapport à ton profil, Joris. Donc Joris, enfin la société Innovon, fondée par Joris, fait partie de notre réseau de prestataires agréés à l'étranger. Joris a l'habitude aussi d'accompagner donc des entreprises bretonnes et à votre entière disposition pour échanger par la suite sur le sujet traité là aujourd'hui, quel que soit votre secteur d'activité, que ce soit dans la tech, dans le numérique ou dans l'agro. Voilà, Joris a tout à fait les compétences pour répondre à vos attentes, vous accompagner dans votre déploiement sur le Royaume-Uni. Merci Karen. Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur BCI, juste vous donner les infos essentielles. Donc, vous savez qu'on est une association de plus de 1000 adhérents aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore adhérent, c'est le moment de le devenir parce que vous avez accès, grâce à ce statut, si je puis dire, d'adhérent, à de nombreux services dont l'accès vous est privilégié. On est financé par le Conseil régional de Bretagne et la Chambre de commerce régionale et on est déployé sur tout le territoire breton pour vous aider sur toutes les facettes de votre développement à l'international, pas seulement l'export. On vous aide aussi à vous implanter à l'étranger, à sourcer de nouveaux partenaires. Toutes les différentes facettes et besoins que vous pourriez avoir dans votre déploiement à l'international, on est là pour vous aider. Pour ça, il y a une équipe donc de plusieurs personnes, mes collègues en CCI territoriale. Je vous montre leur petite trombine ici sur cette diapo. Vous retrouvez toutes les coordonnées de tout le monde sur la présentation que je vous ferai suivre et qui sera disponible sur BCI Info après le webinaire. Donc mes collègues en CCI sont là pour vous accompagner, vous répondre à vos questions techniques et réglementaires, faire des diagnostics export sur l'amont vraiment de vos démarches. Et puis aussi nos chargés d'affaires sectoriels, donc ils sont 5, ils sont basés eux au siège à Rennes, mais sont aussi sur le terrain à votre disposition pour vous aider, vraiment vous accompagner et caler vos projets par rapport à votre secteur d'activité. BCI Info, c'est un outil qu'on a mis en place il y a quelques années. Vous y retrouvez c'est une mine d'or d'infos qualifiées, mises à jour quotidiennement. On a une équipe dédiée au sein de BCI qui s'occupe de BCI Info. C'est sur cette plateforme, donc vous retrouverez le lien via notre site web. Vous retrouverez les veilles marchés, les présentations de certains webinaires, les replays de certains webinaires. Vous avez plein de documentation sur la veille technique et réglementaire, des synthèses marchés et
des contacts entreprises et organismes qui peuvent vous aider eux aussi dans votre développement à l'international. Certains accès sont réservés, comme j'ai dit, aux adhérents, mais pas tout. Vous n'êtes pas obligé d'être adhérent BCI pour faire appel à nos services, mais voilà, quand vous l'êtes, vous avez des accès privilégiés à certaines choses, dont notamment cette e-vitrine Suppliers from Bretagne. Si vous ne connaissez pas cette e-vitrine, je vous encourage vraiment, vraiment à aller y jeter un œil. Lorsque vous êtes adhérent de BCI, vous pouvez y mettre en vitrine vos services, vos produits. La cible de cette e-vitrine, ce sont les acheteurs, les importateurs étrangers. Donc, ce sont vraiment les étrangers, la cible client de cette e-vitrine. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on a mis ça en œuvre. Il y a plus de 400 entreprises adhérentes aujourd'hui qui sont référencées. Il y en a chaque jour des nouvelles et ça a vraiment fait ses preuves. Ça a vraiment confirmé et aidé des entreprises bretonnes à générer des contrats de vente avec des étrangers. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à y jeter un œil, voir comment ça se passe. Si vous avez besoin de questions, je suis à votre disposition ou ma collègue Olga. Mais vraiment, si vous n'êtes pas encore référencé sur cette plateforme, allez-y. Et puis, vérifiez que vos concurrents bretons même n'y sont pas. Enfin, c'est vraiment un bel outil. On vous encourage vraiment à être référencé sur cette e-vitrine. Et puis voilà, il y a plein d'autres services que vous retrouverez dans la présentation, là, réservée aux adhérents ou pas. Toute cette petite diapo vous présente les différents services de BCI. On rentre dans le vif du sujet, Joris. Donc, tu vas Allez, nous c'est parti. parler, tu vas nous donner quelques chiffres sur les online marketplaces, C'est nous ça. recadrer un peu, replanter le décor, faire un petit focus à titre d'exemple sur Amazon, qui est quand même un bel exemple de réussite. Et puis, quelques tips et conseils pour activer votre croissance via ce levier des marketplaces. Quelques outils, bonnes pratiques et puis en gros, les choses à faire et à ne pas faire. Merci beaucoup. Donc, effectivement, donc, je voulais commencer dans un premier temps à faire connaissance, c'est-à-dire connaître vos secteurs d'activité, mais nous avons fait ça il y a quelques minutes auparavant. Donc, merci Mickaël, merci Nadia pour cela. Donc, la raison pourquoi vous êtes inscrit aussi, donc je crois que Mickaël, c'est par curiosité et Nadia par anticipation et curiosité aussi, je crois. Euh, Est-ce que vous travaillez déjà sur des marketplaces ou avec des marketplaces en France ou ailleurs? Nadia, est-ce que c'est le cas pour vous? Vous avez déjà des liens avec Non, certaines pas du tout. marketplaces? Non, 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 pas du tout. Là, effectivement, comme j'ai au final pas encore la production, j'ai effectivement moyennement anticipé les choses. Mais non, non, je travaille pas en France non plus, je ne travaille pas avec des marketplaces. D'accord. Et d'ailleurs, en France, c'est pas tellement mon objectif, mais comme bah, pour des pays comme le Royaume-Uni, je ne connais absolument pas le marché, ça pourrait être, moi, ça pourrait être Mhm. D'accord. Ben, voyons si ça correspondra à votre stratégie de développement au moment opportun. Mais avant cela, on va regarder un petit peu donc, le marché dans son ensemble. Donc, je voulais prendre un petit peu de recul et vous montrer un petit peu la taille du marché au Royaume-Uni, sur le marché du détail, donc, de la distribution. Et on touche 510 milliards par an, d'accord, en revenu total, ce qui est donc une augmentation encore de 3% par rapport à 2022. Et si on fragmente ces deux catégories alimentaires et non alimentaires, par exemple Nadia, ça serait alimentaire dans ce cas-là, on est sur une croissance de 8,1% par an, alors que le non alimentaire est en légère baisse, mais cependant dans un marché très grandissant. Si on se recentre sur l'aspect digital cette fois-ci, donc les ventes de détail en ligne uniquement, ça représente 178 milliards de livres sterling en 2024, donc avec une projection de croissance de 5,3%. Et ces 178 milliards, qui sont quand même des chiffres assez conséquents, ça représente à peu près 26,5% du total des 500 milliards plus. D'accord? Donc, c'est quand même, le digital, c'est à peu près 25% de l'économie du marché de détail au Royaume-Uni. Donc, tout ça pour dire qu'on est sur quand même des gros volumes. Le marché est très dynamique et très innovant et très digitalisé. Alors,
comme la France, mais la France est encore un petit peu plus petit, le marché Royaume-Uni est le plus avancé en termes de e-commerce et bien entendu de marketplace sur toute l'Europe, voire même au niveau mondial. Donc voilà pour ces... Et je te coupe. En France, ça représente combien de pourcents pour avoir une ordre de comparaison Là, tu parles de 25%. En France, les marketplaces, je crois que c'est Ouais. 14, entre 14 et 17, je crois. D'accord, ok. Ouais. Donc, et Amazon est le grand vainqueur, d'accord? Et là, on va voir, Amazon est un des vainqueurs. Donc, si on prend ce paysage-là, donc je voulais juste rappeler quelques points. Donc, le premier point, c'est qu'est-ce qu'une marketplace? Donc, je vous ai mis quelques informations à la base. Et qu'est-ce qui compare une marketplace? C'est un site e-commerce. Par exemple, nadiaoliveoil.com où vous commercialiserez vos produits directement sur votre site internet par différents moyens de votre croissance. La marketplace est complémentaire à ça, donc c'est votre marque que vous mettez sur une place de marché, par exemple Amazon est celle qu'on va décrire, au milieu d'autres marques. D'accord? Donc ça fait une alternative de produits. C'est aussi comme ça que ça fonctionne dans le marketplace, c'est que les marketplaces veulent beaucoup de produits sur beaucoup de catégories pour attirer beaucoup de gens, d'accord? Qui donc complètent votre canal de distribution qui serait e-commerce ou autre. Voilà pour le contexte de la marketplace. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est assez clair? Non, c'est bon. Donc, on continue sur la suite. Et je vois toujours, qu'est-ce que marketplace? Voilà, parfait. Donc, petit recul sur les avantages. Donc, pourquoi vendre sur les marketplaces? Alors, au UK, mais aussi ailleurs. Encore une fois, hein, quand on rentre dans l'économie digitale, il y a moins de frontières. Il y a des choses à considérer, mais il y a moins de frontières. Donc, je dis au UK, mais c'est principalement aussi sur d'autres pays. Donc, il y a forcément des défis, et on touchera tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup d'avantages pour vendre sur les marketplaces. Et j'en liste quelques-unes ici qui sont donc avoir une visibilité pour vos produits et vos marques. Alors, Nadia, je vais utiliser un petit peu votre exemple dans votre catégorie, d'accord, qui est l'huile d'olive, qui est un produit bien spécifique. Donc, c'est comment avoir une visibilité sur ces espaces de vente. Aller où vos clients font déjà des commandes. Des fois, c'est bien d'utiliser des espaces où les gens sont déjà actifs, ont déjà donné accès à leur carte de crédit. Par exemple, Amazon, leur grande force, c'est l'accès à un clic au portefeuille des clients sur Internet. J'imagine que vous avez vous aussi un compte sur Amazon. Vous voyez bien comment c'est simple. Donc les autres marketplaces font ça aussi. Donc c'est l'accès aux clients qui sont déjà prêts à acheter. Renforcer votre marque avec un certain nombre de sites qui sont eux déjà donc établis. Transformer des acheteurs en clients fidèles. Donc quelqu'un qui aimerait cette délicieuse huile d'olive qui nous vient d'Algérie, avec cette connotation spécifique peut-être, donc savoir le mettre en avant, reviendrait à votre marque, soit par le biais de la marketplace ou directement par votre site. Donc c'est à garder en tête dans cet aspect-là. Vous permettrez aussi donc d'obtenir des avis et des commentaires, donc ce qui donne une amplification de la qualité ou pas, d'accord? Donc il y a un risque aussi là, on le verra tout à l'heure. Et donc bénéficier bien entendu de plus de ventes. Donc voilà un petit peu les avantages de distribution sur ce canal très dynamique. Donc si on prend un petit peu de recul et maintenant on va prendre une vue d'hélicoptère sur les top marketplaces et je les ai catégorisés. Donc ce que j'appellerais généralistes, donc qui vendent de tout, un petit peu, hein, donc, les logos sont ici, et d'autres qui seraient plus spécialistes, qui ne vendent pas de tout, mais bien spécialisés dans une catégorie spécifique. Une fois de plus, Nadia, si vous me permettez, de voir cet exemple sur l'alimentaire, donc ce qui serait peut-être plus en phase avec ce que vous faites. D'accord? Michael, je vous laisse réfléchir au pléphora de vos clients ou d'autres choses qui pourraient aussi avoir un intérêt dans ce genre d'aspect. C'est ça qui est toujours intéressant quand on parle à plein de gens, c'est qu'on se rend compte que quelqu'un pourrait être intéressé par quelque chose. Donc, je le signale quand même. Donc les généralistes, bien entendu, Amazon, suivi de eBay. Donc, j'ai quelques chiffres à vous partager. Donc eBay qui fait du seconde main aussi, mais qui a aussi le potentiel d'avoir du neuf
et qui a un développement très très large, très global. Bien entendu, UK, vous allez voir les chiffres assez impressionnants. Il y a un autre nouveau, j'ai envie de dire, qui est arrivé il y a 5-6 ans, qui s'appelle OnBuy, qui était une start-up maintenant qui commence à lever un certain nombre de fonds, qui s'est ouvert dans un certain nombre de pays. Et eux, vraiment, ils vont chercher, ils vont sur les plateformes de Amazon avec des pratiques beaucoup plus transparentes, avec des pratiques beaucoup plus claires et peut-être des frais un petit peu moindres aussi, avec un volume d'affaires moindre aussi, mais voilà, plus transparente. Et ils ont établi un système de fidélité qui est aussi intéressant. Donc, si par exemple, Michael achetait sur OnBuy, il aurait cette fidélité intégrée dans son achat. Et donc, il y a un gain à chaque fois conséquent d'économie de différents produits. Donc, ils ont réussi à développer ça et ils commencent vraiment à prendre de l'ampleur sur le marché UK et se lancer aussi à l'international. Excuse-moi, Joris, quand tu dis que OnBuy adopte une stratégie plus transparente que Amazon, par exemple, qu'est-ce que tu entends par là, par transparence? Alors, Amazon est une grosse machine, et j'aurai un focus un petit peu plus tard sur ça, qui n'a pas toujours une espèce de transparence. Par exemple, si vous faites des retours sur Amazon, parce qu'ils ont décidé que dans leur guide pratique de comment les retours doivent fonctionner, Amazon ne va pas vous expliquer. Ils vont vous prendre votre argent à la facture directement. Ils vont vous pénaliser sur ça. Et pour aller chercher l'information du pourquoi et du comment, c'est très difficile parce que c'est un rouleau compresseur. Mm. Donc, ils ont une efficacité extraordinaire opérationnelle, mais ça aussi leur donne un petit bras de fer beaucoup plus fort. Donc, le bras de fer commence ici au lieu de commencer ici. Vous voyez? Donc, c'est dans cet aspect-là, la transparence. Et Honda, il joue aussi beaucoup sur ça dans son positionnement, d'être beaucoup plus proche de ses vendeurs. Ensuite, donc on a Tesco. Donc Tesco, c'est le leader de la distribution. Alors, pas juste marketplace, hein, je vais vous expliquer le contexte. Je crois que c'est 700 magasins au Royaume-Uni, hein, donc c'est des hypermarchés et des marchés de proximité. Gros site internet sur tesco.com, et ils ont lancé récemment, l'année dernière, leur marketplace pour démultiplier aussi leurs produits, leurs catégories, sans avoir un risque de stock. D'accord? Donc, ça fait partie d'un généraliste aussi. Suivi de Frugo, qui est aussi très établi et une fois de plus, qui permet donc non seulement au UK, mais d'avoir accès à beaucoup plus de marchés dans le monde. Et encore une fois, j'ai les chiffres de tout ça. Donc voilà un petit peu sur l'écosystème généraliste, qui ont donc des catégories multiples et des millions de produits avec des systèmes très très ficelés sur donner accès à des millions de consommateurs, à tout cet éventail de marques et de produits proposés. Maintenant, si on Ces continue sur... marketplaces-là, Joris, leur réseau de distribution, là on est toujours à l'international, même Tesco, les livraisons ne se font pas que pour des clients Alors, au Tesco, UK, comment? Tesco, la marketplace est UK only. Elle est seulement UK, effectivement. Merci pour ce point, Karen. Mais ils ont aussi d'autres implémentations dans le monde, Tesco, mais leur marketplace à date, tesco.com, sera juste sur le marché UK. Donc, euh, et encore une fois, hein, ça demande une perspective aussi, commencer quelque part pour ensuite s'étendre. D'accord? Parce que lancer sur des marketplaces peut avoir une grosse dynamique de croissance fulgurante, mais ça a un coût aussi. Ça a un coût de préparation, logistique, administratif, marketing, pour faire ça à échelle. J'ai récemment travaillé avec le groupe L'Occitane sur leur stratégie Amazon Europe. Et ça a pris quelques mois pour faire de la stratégie correcte, pour faire des chiffres qui sont assez impressionnants, mais ça demande un investissement et une équipe de structure et de l'accompagnement d'agences et des choses comme ça. Donc, encore une fois, on parle dans un gros groupe, hein, donc c'est à garder en tête. Donc c'est très vite, on peut aller dans beaucoup de pays une fois que les fondations sont bien faites. Et Frugo, c'est national aussi? Frugo, ça a été national, maintenant c'est sur 40 pays, donc vous lancez sur Frugo, et ils ont même une technique de traduction de 25 langues directement de vos pages produits qui permet de faire ça. Et après, il y a tout l'aspect logistique à garder en tête. Donc, c'est des tremplins intéressants. Je continue sur l'aspect spécialiste cette fois-ci. Donc, catégorisé ici sur trois
catégories et ensuite il y en aura deux autres. Donc la cosmétique, la mode et le sport. Donc sur la cosmétique, on a des sociétés comme Feel Unique, d'ailleurs c'est un entrepreneur français qui avait lancé ça, pas juste de UK mais de France aussi, qui a été revendu à Sephora, qui fait partie maintenant du groupe LVMH, à garder en tête. Une grosse marketplace, le leader, et une fois de plus, là il y a du volume, et ils ont vraiment aussi à transformer l'achat de cosmétiques sur Internet pendant un certain nombre d'années. Et la preuve, c'est que si Sephora les a achetés par le groupe LVMH, c'est que c'est assez conséquent. Superdrug, donc là, le leader, Superdrug et Boots, les deux gros leaders, hein, il y a un aspect un petit peu quotidien, d'accord? Donc dans la cosmétique, ça va être des shampoings, ça va être tout l'aspect bien-être aussi. Et Boots, il y a un aspect pharmacie en plus de ça. Mais ce sont vraiment des grosses machines et je vous donnerai des chiffres par la suite. On parle quand même de plusieurs millions, donc des milliards de chiffres d'affaires, plusieurs millions de visiteurs sur toutes ces catégories-là. Alors, il y a cosmétique et mode, et j'ai mis Debenhams au milieu. Debenhams, à la base, c'est un grand magasin. Après Covid, ils ont eu une liquidation. Cette liquidation a donné accès donc au grand magasin qui est devenu un site internet spécifiquement. Donc, les grands magasins ont terminé. Le groupe Boohoo a racheté cette société parce que Debenhams, c'est un grand nom des grands magasins. Donc, ils ont gardé la marque. Ils ont fait une marketplace qui, avec des investissements assez conséquents, pour garder la dynamique et se focaliser sur cosmétique, mode et un petit peu home aussi. D'accord? Mais ils attirent énormément de marques très intéressantes et ils gardent une clientèle aussi très très fidèle de par leur passé de grands magasins. D'accord? Mais maintenant, et donc ils sont opérationnels principalement en marketplace. Est-ce que ça va? Vous me suivez jusque-là? N'hésitez pas hein, si Oui, vous avez des c'est bon. questions. Je continue donc sur l'aspect mode. Donc j'avais mis des Debenhams entre les deux. Hein. Donc mode, alors j'imagine que vous connaissez des sociétés comme Asos, donc spécialiste des 20-25 ans, d'accord? Le leader en 25 ans dans le monde. Ils étaient très connus en des années. Maintenant c'est la référence encore une fois, hein, mais ils ont fait un travail extraordinaire de démystifier l'achat de la mode sur Internet. C'est vraiment les pionniers dans ce domaine. Et encore une fois, les chiffres sont assez conséquents et ils sont opérationnels dans le monde entier. Gros marché UK, gros marché États-Unis aussi. Et c'est sur le segment 20-25 avec des grandes marques, mais aussi des marques en devenir qui lancent aussi. Zalando, même perspective. Zalando d'ailleurs était venu sur les plateformes d'Amazon, d'Asos il y a quelques années pour justement toucher ce profil de 20-25 ans. Donc un petit peu fast fashion dans ces trucs-là. Et encore une fois, ce sont des groupes internationaux. Zalando, c'est allemand à la base et ils ont lancé UK il y a à peu près 10 ans. Et donc, ce sont ces deux groupes-là qui se prennent vraiment les parts de marché de façon assez conséquente. Et ils travaillent tous les deux en marketplace, donc il est possible de distribuer ses vêtements ou ses accessoires par ces marketplaces-là avec la préparation nécessaire. Je continue sur la mode. Vous voyez, la mode, c'est quand même très dynamique. Il y a beaucoup d'acteurs. Yoox, qui fait partie du groupe net-à-porter Yoox, une fois de plus, européen et US. Secret Sales, c'était une vente privée à la base, qui a été rachetée, qui a été juste spécialisée en vente privée en marketplace et il touche un certain nombre de grosses marques aussi. Donc c'est plus difficile pour les petites marques d'aller sur Secret Sales. C'est du déstockage en gros, mais très efficace. Et ils sont maintenant sur 4 pays, alors qu'ils étaient déjà laissés sur le UK, donc leur modèle fonctionne. Petit mot technique, Michael, ça pourrait vous intéresser. Derrière tout ça, dans les marketplaces, Boots, Superdrug, Secret Sales, c'est une société qui s'appelle Miracle en France. C'est eux le poumon technologique de toutes ces sociétés-là. Tu peux redonner le nom, Joris? J'ai pas entendu, ça a coupé. Miracle, M-I-A-R-K-L-E. Alors pourquoi je parle de ça, et Michael, on pourra en parler plus spécifiquement d'un point de vue stratégique. C'est toujours intéressant de comprendre l'économie, le contexte technologique dans ce genre d'espace-là pour faciliter des intégrations ou des choses comme ça dès qu'on commence à vouloir faire les choses par échelle. Et eux, donc, ils vendent la solution technologique à des sociétés pour que ces sociétés-là amènent des produits sur le marché. Sans aller trop dans le détail, mais
intéressant tout de même à garder en tête. Et c'est pareil pour Decathlon et Mountain Warehouse, hein, pour information. Donc, je continue. John Lewis, super gros, premium aussi. Je dis aussi Yux, lui aussi. Dans le côté grand magasin, johnlewis.com, gros site aussi. Une clientèle très fidèle, une fidélité. Alors, c'est un peu comme, comment il s'appelle ces grands magasins en Espagne, Corte Inglés. Corte Inglés. C'est l'équivalent de Corte Inglés, d'accord? Je vais juste donner des références si vous les avez aussi. En France, il n'y a pas vraiment de grosses références de grands magasins aussi impactants, d'accord? Les grands magasins en France sont très luxe, mais très petits par rapport à tous ces gens-là. Et donc, ils ont lancé leur marketplace aussi pour diversifier leur catalogue de produits et attirer donc toujours de nouveaux clients. Next, colossal aussi, dans la mode, ils ont leur propre gamme de produits et ils ont activé leur marketplace pour diversifier aussi leur catalogue et leur inventaire. J'ai ajouté Jour ici, Jour qui fait du B2B dans la mode, donc qui va aller permettre aux acheteurs de trouver de nouvelles marques, par exemple les acheteurs de Next, par exemple les acheteurs de John Lewis aussi, mais cette fois-ci en B2B, mais ça reste une marketplace B2B aussi. Donc, je vais juste faire cette petite parenthèse là. Donc voilà pour ce qui est de l'écosystème mode. Je vais continuer vite fait sur le sport. Mountain Warehouse, c'est un très établi sur le côté outdoor, donc sport d'extérieur, excusez mon franglais. Et du coup, ils ont lancé leur marketplace il y a 4-5 ans et c'est pareil, ça carbure pas mal aussi. Et nos amis Decathlon, hein, qui est donc certes un groupe français, mais très international aussi, qui ont pris cette stratégie aussi de diversification de leur catalogue par la marketplace. On continue rapidement sur l'étape d'après, qui est donc bricolage, maison et artisan. Et je vais aller un petit peu plus vite pour qu'on ne soit pas trop bloqué sur le temps. Donc bricolage B&Q, ça fait partie du groupe Kingfisher, pareil, c'est énorme. Et il y a quelques chiffres que je vous partagerai après. Mano Mano, un groupe français dans le bricolage, et eux, ils activent aussi le UK de façon très conséquente, ils investissent de façon très sérieuse. Wayfair dans la maison, Wayfair c'est un groupe américain, et ils sont arrivés en Europe il y a 7-8 ans, je crois, je dirais, et donc par le marché UK, et c'est pareil, c'est, je dirais, l'équivalent de but en ligne, d'accord? Donc sur le côté positionnement. Trouva, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher des marques indépendantes qui veulent vendre dans des magasins indépendants. Donc, si vous allez dans votre quartier, je ne sais pas où vous vivez, mais des fois, vous voyez des petits magasins indépendants de maisons, ben, eux, ils vont travailler avec ces propriétaires de maisons-là pour amener de nouvelles marques, amener de nouveaux produits. Donc, mais ça marche aussi très bien dans l'aspect distribution sur Internet. The Range, donc c'est un peu pareil, c'est comme but. Donc vous voyez quand même beaucoup d'acteurs hein, sur chacune des catégories, c'est vous montrer le dynamisme, hein, parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marché. Donc s'il y a beaucoup d'acteurs, ça veut dire qu'il y a un dynamisme. C'est à garder en tête. La concurrence dans le monde du digital, c'est un signe de bien-être du marché. De santé, ouais. De santé, merci. On continue sur l'artisanat. Handballs, Nadia, peut-être quelque chose à considérer. Etsy, peut-être quelque chose à considérer selon votre envergure commerciale par la suite. Et Not on the High Street, qui touche aussi un petit peu à tout. Je dis artisan, c'est parce que justement, il y a cet aspect plus local, craft, exactement, plus que des grosses catégories de produits. Et ça marche très bien. Etsy, c'est un carton. Hein. C'est un vrai carton. Hein. Et Yonda, ces marketplaces-là, même question que tout à l'heure, c'est peut-être bien de le préciser à chaque fois que tu... National, marché UK ou international? Alors, les grosses enseignes, Etsy international, Not on High Street national. Ouais. Et donc, encore une fois, il ne faut pas se jeter dans l'eau comme ça, il faut vraiment garder en tête quelle est la stratégie à mettre en place, ouais. Quelles sont les portes d'entrée et comment faire ça correctement. Moi, quand je lance généralement des marques, on passe 80% du temps à penser stratégiquement, avec une feuille de route qui soit vraiment en phase avec les besoins, avec les ressources et les investissements. Et après, c'est 20% d'exécution qui fonctionne super bien. Comme ça, parce qu'on sait exactement où on va.
Donc maintenant, quelques chiffres, hein. Attention, les chiffres sont assez importants et c'est impressionnant. Donc Amazon, c'est très difficile d'avoir des chiffres d'Amazon, hein. C'est aussi le côté transparence et non-transparence, hein. Et moi, j'ai travaillé de façon très stratégique avec Amazon et c'est très difficile pour avoir de très bonnes relations. Euh, euh, Consommateur britannique, hein, donc Amazon UK, Amazon.com, attire 380 millions de personnes par mois. Il y a combien d'habitants en Europe? Ouais, c'est gigantesque. Ouais. Ouais, mais prenez l'échelle des choses. Mm. Et on part de UK, je crois que c'est 14 000 clients actifs sur Prime. Donc, actif, c'est quelqu'un qui a un compte Amazon qui achète. Actif sur Prime, c'est quelqu'un qui paye Amazon pour avoir le service Prime de livraison. D'accord? Je crois que c'est 18 millions. 18 millions. Ça veut dire qu'il y a 18 millions de personnes qui cliquent en un clic qui achètent. J'en fais partie. Je dépense à peu près 3000 livres sur Amazon par an minimum. On est 18 millions juste au UK. Mm. Donc voilà, je voulais juste donner des échelles des choses, hein. Ouais. C'est pas anodin, hein. eBay, c'est pareil, hein, regardez, c'est des chiffres assez colossaux, 208 millions. 15% des ventes d'eBay sont au Royaume-Uni et chiffre d'affaires estimé qui va arriver en 2024, ça sera 9,9 milliards. D'accord? Donc une fois de plus, hein, l'argent est déjà là, les gens dépensent là-bas. Asos, 82 millions de visiteurs par mois, 20 millions au Royaume-Uni. Très dynamique, encore une fois, sur un segment de 20 à 25 ans, beaucoup plus. Alors, il y a aussi des gens de 30, 40 ans qui sont fidèles à la marque, qui y sont restés parce qu'ils ont un retour extraordinaire. Donc, c'est facile d'acheter et de retourner, mais c'est à garder en tête. John Lewis, 34,5 millions de visites sur johnlewis.co UK par mois. Tesco, 28 millions de visiteurs. Encore une fois, hein, Marketplace et une extension de leur .com. D'accord? Donc, ils ont réussi à intégrer des choses que vous ne voyez pas, mais ça à garder en tête. Ce n'est pas la même façon d'acheter. C'est d'acheter pour les clients. Boots, 19 millions. Wayfair, 10,7 millions. Faites le cumul de tout ça. Alors, il y a beaucoup de clients qui vont graviter dans toutes ces marketplaces par jour, par semaine, par mois, par an. Vous voyez, mais c'est quand même. Moi, je sais que je suis client de 5 marketplaces là-dedans. D'accord? Etsy, 9 millions. BNQ. Alors, BNQ, oui, c'est colossal aussi, hein. Ils font du Mm. B2B aussi, hein. 320 millions de visiteurs. Alors, ils l'ont donné à l'année, hein, cette fois-ci, hein. Et la marketplace, je crois qu'ils prennent 25% maintenant, hein. Juste le côté marketplace, en plus de leur site e-commerce, c'est 25% de leur chiffre d'affaires. OnBuy, 4,9 millions, juste sur le marché britannique. Zalando, 4,8 millions. Et nos amis chez Mano Mano, à 3,3 millions dans le bricolage. Ça fait réfléchir, non? Ouais, c'est pharaonique. C'est ton conseil, donc quand on débute, enfin tu le diras certainement dans les tips, dans les dernières slides, mais donc mieux vaut stratégiquement se concentrer sur une marketplace nationale plutôt que internationale. Il faut commencer quelque part où il y a effectivement du volume et national, mais après, anticiper l'international quand même un petit peu. Parce que s'ils ouvrent les portes de l'international, il faut savoir gérer derrière. Donc Amazon, par exemple, ils sont très actifs avec leur ça s'appelle ça Fulfillment by Amazon. Donc très vite, vous pouvez ouvrir 3-4 marchés. Donc, commencer avec un marché. C'est pour ça que moi je travaille aussi en amont pour poser des questions pour la préparation opérationnelle d'une entreprise et la préparation administrative d'une entreprise. Encore une fois, ça dépend de l'ambition. Si une société veut faire 44 euros par semaine, effectivement, c'est pas pareil que si on va faire 4-5 millions. Vous voyez, donc ça revient sur cet aspect objectif de l'entreprise aussi. Et j'ai une autre question, Joris. Là, je pense à Nadia notamment. Là, j'ai pas vu dans les marketplaces spécialisés de food, de marketplace food exclusivement. Est-ce que Il y c'est en parce a. qu'il n'en existe pas ou qu'elles sont pas valables, si je puis Yamball dire? en est une. Celle d'avant, Yamball, c'en est une. C'est pour Ouais. l'alimentaire. Celui d'après, non. Encore.
Ça, c'en Ah, est une. Yumbels, ok. Ouais, ouais. Oui. Humble en est une. Et après, il y a les autres marketplaces, hein, Tesco, qui font de l'alimentaire, qui font de tout, donc les généralistes. Ouais. Mais après, il y en a pas forcément qui sont spécialisés dans l'alimentaire, que l'alimentaire. C'était ma deuxième question. Là aussi, Ouais, stratégiquement, peut-être mieux vaut-il s'adresser à une marketplace, donc nationale dans un premier lieu et généraliste pour le coup. c'est ça, c'est Mm. ça. Euh, donc voilà, on continue, je crois, sur les chiffres. Non, alors les chiffres, c'est bon. Donc c'était un petit état des lieux Ouais, là, on de, attaque le du focus Amazon. paysage. Donc on va sur le focus Amazon. Alors, quand on parle Amazon, c'est toujours bien de regarder un petit peu derrière ce qui se passe derrière les rideaux. Et eux, leur grosse stratégie, c'est ce qu'ils appellent la flywheel, ce que je vous ai mis sur la droite. Et vous voyez, c'est un petit peu confus si on regarde les choses, mais en fait, c'est assez clair. Donc, Amazon grandit parce qu'ils ont un certain nombre de vendeurs qui diversifient leur sélection, qui proposent une expérience client essentielle. Ça fait partie de leur comment on appelle ça, leur raison d'être, qui attire donc du trafic. Donc, et on l'a vu tout à l'heure, hein, les chiffres, 380 millions de personnes qui viennent par mois, qui diminuent leurs coûts pour optimiser leur prix. D'accord? Donc, ils veulent toujours être au meilleur prix. Et donc, quand vous travaillez avec Amazon et que eux, par exemple, font Amazon Prime Day ou ils font Black Friday, que vous êtes une marque établie, ils veulent absolument vous leur proposer des produits à des coûts plus bas pour que eux soient les premiers à pouvoir vendre à leurs millions de clients. Donc, ils ont quand même une stratégie très, très, très rodée. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas commencer forcément toujours avec Amazon, parce que Amazon, c'est la Ligue 1. Mm. D'accord? Si on fait du motocross, on ne va pas faire de la Formula One. Pour faire de la Formula One, il faut déjà faire du karting. Et après, de la Formula 2000. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, puis indépendamment de ça, de ce côté raisonnable, il faut la capacité de production derrière aussi, parce que je suppose que les volumes doivent être... Ah, pas tous, hein, ils ont des Non? millions de vendeurs, mais effectivement, quand ça commence à tourner, que le produit fonctionne, et que les revues, ça devient colossal. Il y a des millionnaires sur Amazon seulement. D'accord? Vraiment, hein. Donc, les règles d'or, se faire accompagner pour préparer une stratégie forte et réalisable, valider la stratégie produit avec une sélection pertinente. Si par exemple vous avez 150 produits, est-ce qu'il faut commencer avec 150 produits ou commencer avec peut-être 20, 30, bien affiner son savoir-faire. Optimisation des annonces et des fiches produits, donc savoir raconter l'histoire de son produit, faire des belles images, mais aussi mettre un prix compétitif qui par la suite aura un élément d'automatisation, parce qu'Amazon pourra vous demander est-ce que vous pouvez optimiser le prix sans toucher à rien, d'accord? Selon la demande. Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup d'AI, d'accord? Et donc l'expérience de Michael n'aura pas forcément le même impact que celle de Nadia ou de Karen sur Amazon. Un point super intéressant à garder en tête. Tous les quatre, ici, autour de cette table virtuelle, nous avons un compte Amazon, je présume, je prends cette supposition-là. C'est la seule entreprise où ils ont personnalisé le magasin. Donc, votre magasin n'est pas le même que le mien. Vous voyez? Beaucoup d'autres entreprises où ils ont un magasin et tout le monde voit les mêmes choses. Nous, on ne voit pas les mêmes choses. Mm. C'est la personnalisation à échelle. Donc, il y a plein d'indicateurs dans tout ça. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que ça demande une réflexion en amont pour pouvoir rentrer dans les rouages d'Amazon et faire de la croissance profitable. J'appelle toujours ça de la croissance profitable. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui font de l'argent, mais en fait, ils en perdent. Parce qu'ils n'ont pas fait les choses correctement. Donc, je reviendrai sur ça après. Donc, je continue sur la logistique. Donc, optimiser la chaîne d'approvisionnement, leur service FBA, ils doivent investir des milliards en logistique, fulfillment by Amazon, et donc ça, ils le vendent et ils viennent chercher vos marges, mais en même temps, vous avez l'efficacité Amazon derrière. Marketing, savoir investir pour développer une présence de marque, et encore une fois, vous investissez dans quoi? Amazon Advertising. Vous voyez? Donc, si vous ne pensez pas à votre marge dès le début, Amazon va venir chercher votre marge. Donc, il faut bien mettre ça en amont pour faire de l'argent, de la croissance, avec du profit. Donc, toute une stratégie de prix euh, important. Service client, savoir fournir un service client excellent. S'il y a un problème, Amazon, le client, c'est le roi. Donc, faut pas trop négocier avec ça. Il faut être
prêt à servir les clients et répondre aux besoins. Une gestion opérationnelle pour implanter des outils d'automatisation est aussi pertinent. Et savoir mesurer, bien sûr, analyser régulièrement les performances et savoir quelles sont ces performances, quels sont les indicateurs de performance pour ajuster ses stratégies. Donc, voilà quelques règles d'or de l'écurie Amazon, j'ai envie de dire. Quelques exemples ici avec d'autres marketplaces, avec B&Q, Boots et DBNAMS, par exemple. Ce qu'ils disent chez B&Q, c'est qu'ils ont 1,2 million de produits maintenant sur leur site internet qui s'appelle DIY.com. Ils offrent 3200 marques d'amélioration pour la maison, parce que c'est leur créneau, le bricolage. Hein. Et vous voyez, la marketplace, c'est entre 2023 et 2024, sur le mois de janvier, ça passait de 22% à 38% sur le total de leurs ventes. Donc, la traction qu'ils ont sur ça, sur leur site internet principal, marche vraiment bien, quoi. Et ils connectent, bien entendu, des millions de clients à de nouvelles marques. Boots, c'est pareil. Hein, Boots, eux, ils se mettent en avant sur le côté web et sur le côté app aussi. Ils ont un système de fidélisation très fort et donc ils ont intégré leur marketplace sur leur système de fidélisation. Et donc ça marche aussi très bien. Donc ils peuvent facilement rendre votre marque fidèle à leur base de données qui est de plusieurs millions de personnes. Et des Benams, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, à chaque fois, vous voyez, le Benams le met là très clairement, ils ont un coût, d'accord? Vous payez soit 99 par mois, soit 429 par mois pour avoir accès à leur service, d'accord? Pour mettre en avant votre marque, engager des clients et des fois avoir de la visibilité en plus sur l'écosystème des Benams. Donc, ils prennent des frais, soit des frais mensuels, comme des Benams ici, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, soit des frais à la transaction, ou un pourcentage selon les accords. Donc, il y a un travail de renseignement à faire ici, de façon très, très claire. Généralement, quelle que soit la marketplace, ils ont des politiques différentes, hein, évidemment, je présume, mais il y a t'es forfaitaire, tu payes un forfait sur l'année et puis ensuite, Au mois, généralement. C'est un forfait au mois. Et en fonction du forfait, vous avez différents types de services. Et des fois, il y a des forfaits plus un frais fixe sur la transaction. Et après, il y a d'autres moyens pour eux de monétiser, c'est faire de la promotion au clic, faire de la promotion visuelle sur votre site. Donc Amazon contrôle ça très très bien, les autres commencent à le faire. Il y a une grosse dimension en ce moment qui s'appelle le retail media. C'est comment les distributeurs vendent de l'espace et de l'engagement de leurs clients. D'accord? Donc c'est de la publicité en gros, mais dans l'écosystème d'un distributeur. Et donc tous ici, comme vous les voyez là, ils ont une proposition publicitaire à vendre aux marques qui vendent sur leur marketplace. D'accord? Okay. J'ai beaucoup d'informations, hein, je conçois, hein, donc j'essaye d'être succinct et répondre Ouais, mais au de toute plus façon, rapidement. en 45 minutes, c'est compliqué d'être exhaustif, mais là, on a voulu vraiment pointer, faire les focus sur les essentiels. On va voir maintenant quelles sont les bonnes questions à se poser, justement. Voilà, donc activer la croissance sur le Royaume-Uni, c'est donc quels sont mes produits phares, des best-sellers s'il y en a, quelle est ma stratégie de prix, donc multi-pays mais au UK dans ce cas-là, pour non seulement vendre, mais aussi faire du profit, parce que vendre sans profit, c'est une association, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, je reviens sur les frais à anticiper. Est-ce qu'il est intéressant d'enregistrer une société au Royaume-Uni ou pas? Sur quel contexte et quand il y a une stratégie de croissance, oui, je dirais. Est-ce que je dois payer de la TVA au Royaume-Uni? Encore une fois, ça dépend du volume d'affaires et des fois non. Qui gère mes tâches administratives et douanières en interne? Donc, est-ce que c'est une personne, deux personnes, trois personnes? Quelle est la taille de l'équipe pour faciliter ça? Est-ce que nous pouvons gérer notre équipe ou nous devons nous faire accompagner? Alors, encore une fois, ça dépend de la taille et des choses. Et je conseille généralement de commencer par soi-même et très vite se faire accompagner une fois que l'attraction commence à partir. Alors après, vous pouvez vous faire accompagner, mais ça a un certain coût de se faire accompagner. Donc, à part si vous budgétisez pour ça, pour aller plus loin, plus vite, j'ai envie de dire. Est-ce que
il est nécessaire d'investir pour développer ma marque et ma présence de produit. Donc, généralement, je dirais oui. Mais ça, c'est partout pareil dans tout type d'organisation. Savoir investir en soi-même, c'est savoir grandir. Et quels sont les indicateurs de performance à mesurer? Donc, sur quoi je commence, sur quoi je pars? Par exemple, quel est le nombre de visiteurs sur mon site de marketplace ou sur mes produits? Quel est le nombre de clics? Quel est le nombre de personnes qui m'ajoutent dans leur panier? Le nombre de commandes? Quel est le temps de délai pour livrer? Il y a un certain nombre d'indicateurs de performance à savoir, comme quand vous faites du sport à haut niveau, ben voilà, vous avez des chronomètres, un certain nombre de choses que vous mesurez pour que vous soyez toujours dans une performance, j'ai envie de dire, euh, assez conséquente. J'ai une question, Joris. Bien sûr. Est-ce que au UK, quand on est sur justement ces grosses marketplaces, est-ce que c'est excluant pour aller sur des marchés plus petits, type, bah, dans mon cas, des, des, des petites épiceries fines ou des choses comme ça? Parce que je sais qu'en France, voilà, si on est dans de la grosse distribution, bah, forcément, on se coupe partie Alors, des marchés. sur la marketplace, pas vraiment, parce qu'il faut quand même que tout le monde soit au courant de ce que vous faites. Après, si je vais être un petit peu controversé ce que je vais dire. Si un magasin indépendant vous interdit de vendre ailleurs, c'est qu'il ne cherche pas votre collaboration sur le long terme. Ouais, ouais, Vous voyez ce que je veux dire? ouais, Donc, ouais, ouais. c'est pour ça que moi je parle de stratégie, savoir où vous allez et vous accompagner vos partenaires distributeurs avec ça. Vous voyez? Mm. Parce que si à chaque fois vous vendez, je ne sais pas, une palette à un magasin et vous dit attention, hein, c'est que moi qui gère, vous n'allez jamais grandir. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense avoir. Moi, j'ai fait ça à échelle, donc je vois bien. Exactement, j'ai lancé des marques à votre niveau sur plusieurs millions. Je vois très bien où ça peut aller. Si le produit est bon, il faut être confiant en soi et y aller. Et généralement, les magasins indépendants, ils gagnent aussi quand la marque est disponible dans d'autres sphères. Parce qu'ils se disent, ah, j'adore cette marque-là. Elle est disponible chez vous aussi. Super. Donc, Ok, d'accord. il y a cet aspect de maturité un petit peu de la confiance de la marque. Vous voyez? Ok, très bien. Alors, On après continue. s'être Moi, posé les... pardon. Oui, Oui, Michael, l'expérience que allez-y. j'ai un tout petit peu d'expérience là-dessus, mais en tant que par rapport à cette question des canaux de distribution. Enfin, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut parfois aussi adapter sa stratégie de prix. C'est-à-dire pas être, si vous êtes trop bas sur la marketplace, bah, vos clients indirects, là, enfin, quand vous avez du direct et de l'indirect, en gros, il faut avoir une stratégie de prix intelligente ou des produits spécifiques pour le direct. C'est Parce ça. que le client indirect, il n'est pas très content si vous vendez moins cher sur la marketplace que ce qu'il peut pratiquer lui. En gros, Bien si sûr, vous ouais. êtes à 70 euros vente indirecte et que vous vendez à 70 aussi sur la marketplace, bah là, lui, il n'a plus de marge, quoi. Il est bloqué. Donc, faut avoir des Tout à prix fait. soit plus élevés sur la marketplace, soit des produits dédiés marketplace. Mais moi, je l'ai vu alors plus en tant qu'installateur, c'est-à-dire que quand vous installez des matériels, si vos matériels sont sur Amazon et à des prix inférieurs à vos prix d'achat, bah, vous n'êtes pas dans une situation très confortable, évidemment, et vous arrêtez de vendre du matériel, quoi. Donc, il y a cet aspect, Ouais. à mon avis, il ne faut pas rentrer trop bas sur le marché, quoi. Non, Ouais. faut vraiment Souvent, pas on a une rentrer trop bas. stratégie de prix et c'est une très mauvaise stratégie parce que ça vous ferme les portes les unes après les autres. Après, D'accord. généralement, elle vient une fois que vous êtes établi et que vous avez un super contrôle de vos marges. Ok. Sans mauvais Merci. contrôle de vos. Il n'y a pas de souci. On continue. Oui, après s'être posé les bonnes questions, on va voir maintenant comment se préparer avec tes tips. Ouais. Donc, quelques points de préparation. Optimiser les fiches produits. Donc, savoir créer du contenu de qualité avec des titres pertinents, avec des produits attrayants. Rédiger des descriptions détaillées et des images idéalement haute résolution, utiliser des techniques de référencement, donc savoir quels mots-clés, par exemple huile d'olive avec des spécificités, euh, 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 huile, bon, il y a un potentiel différent de mots-clés selon les produits et les catégories de ces produits-là. Donc y réfléchir et savoir être pertinent parce que les gens vont chercher ça très certainement sur le marketplace. Utiliser des vidéos
et ce que j'appellerais des riches médias. Donc ça marche bien aussi. Et ceux qui fonctionnent sur certains types de produits, c'est indispensable, sur d'autres un peu moins. Par exemple, si vous vendez un meuble, c'est bien de voir le meuble dans un contexte, c'est bien de voir le meuble, comment il est monté, s'il y a des petits trucs techniques. Ça permet aux gens de prendre une décision informée très rapidement. D'accord. Gérer activement et répondre aux avis clients sur toutes les plateformes. Ensuite, on va sur la catégorie stratégie de prix. Donc, sur ce que disait Mickaël, c'est très pertinent. Intégrer les niveaux de coût dans vos prix à la base et avoir une cohérence sur les prix. Alors, beaucoup de marques ont le même prix partout. Pas de différence en direct, non direct, et c'est le même prix d'entrée de marché. Et après, des fois, il y a des promotions éphémères sur certains réseaux de distribution. Dans le luxe, par exemple, très difficile d'avoir une marque de luxe en promotion. Les 2 points, c'est saisonnalité, donc un moment saisonnier pour réduire un prix, ou la vente privée. C'est assez classique comme ça, mais très limité dans le temps. Donc ajuster les prix en fonction des conditions de marché aussi. Donc ça, c'est une autre technique, c'est savoir ajuster les prix et tester les choses pour voir quelle est aussi l'attraction des choses. Parce que si vous arrivez trop cher, peut-être personne ne va reprendre votre produit dans son espace concurrentiel. Donc savoir aussi tester ça. Diversifier votre présence, donc toucher des segments de clientèle en activant différents types de marketplace. Par exemple, vous allez sur le côté marketplace artisanal pour Nadia et votre huile d'olive, mais vous pouvez aussi aller sur de la grande distribution qui ont aussi des catégories artisanales. Donc, c'est pas tout blanc et noir, c'est un peu plus complexe que ça sur certains moments. Donc, savoir diversifier sa clientèle dans son approche de distribution. Et savoir aussi, bien entendu, gérer ses ressources qui sont généralement limitées, peu importe la taille d'une organisation. Donc, savoir bien penser par priorité. Continuons sur l'aspect promotion. Il y a des aspects qu'on appelle produits sponsorisés, la buy box d'Amazon. Alors ça, c'est vraiment le jackpot. Généralement, si vous êtes sur la buy box, c'est ce que vous voyez quand vous allez sur Amazon. Généralement, c'est le produit phare au milieu sur votre écran. Ça, c'est la buy box. Et donc, il y a un certain nombre de critères pour pouvoir arriver à ça. Et généralement, la buy box, on n'arrive pas à ça au bout de 2 mois. C'est d'optimisation. Et c'est comme le tête de gondole avec beaucoup plus de personnes. Parce qu'une tête de gondole, c'est spécifique dans un monde physique. Une tête de gondole chez Amazon, c'est comme si votre gondole était sur toutes les caisses. Vous voyez? Juste pour donner une petite métaphore. Donc, planifier les campagnes de pub ciblées, donc aller chercher vos clients et planifier vos promotions et des offres appropriées selon les espaces, par exemple Black Friday, par exemple la période de Noël, par exemple. Vous voyez, il y a un certain nombre de moments peut-être pour proposer tout ça. Est-ce que ça vous parle un petit peu tout ça? Ouais, tiens. Non, logique tout ça. Super. On continue? On Et je crois qu'on continue. arrive bientôt à la fin. Comment anticiper les obstacles? Alors oui, et j'appréhende un petit peu les choses en disant dès que possible, donc connaître vos concurrents et quelles sont leurs valeurs ajoutées, comment ils se démarquent, les frais des marketplaces, on en a touché un petit peu au sujet tout à l'heure, qui varient. Est-ce que vous exportez? Alors là, par exemple, vous parlez de UK, comment, est-ce que vous exportez déjà au Royaume-Uni ou pas? Ou est-ce que vos clients ou autres exportent déjà au Royaume-Uni ou pas? Quels sont les frais de douane administratifs? N'hésitez pas à vous former, donc parce que les marketplaces évoluent aussi constamment, donc ça demande une dynamique d'apprentissage aussi. Dès qu'on sait quelque chose, ça va rester, mais ça va aussi évoluer et des fois ça va changer. Le coût d'acquisition client, donc combien ça coûte d'avoir un client sur la marketplace aussi. Gestion des stocks, savoir avoir suffisamment de stock sans immobiliser trop de capital, parce que si vous avez trop de stock et que ce stock-là il part pas, c'est du capital qui dort, donc c'est une dynamique financière à connaître. Ne soyez pas forcément dépendant d'une marketplace, savoir se diversifier et avoir une perspective sur les services clients qui sont en phase avec les attentes pour des retours faciles et une communication réactive. Je dirais très réactive, c'est le mieux. D'accord? Si moi je me plains de quelque chose et que j'ai 7 jours, et après je dois aller voir,
je vais chercher le propriétaire et dire mais vous faites quoi? On va me répondre. Donc cette négativité de la relation crée une double faille, dans le sens où vous n'allez pas revoir ce client-là et vous allez potentiellement avoir des ambassadeurs négatifs. Alors que si c'est positif, vous avez des gens qui aiment votre marque, qui reviennent et qui en parlent. Donc c'est le double effet du service client, le triple effet du service client. Ok. Et donc, On arrive, avant de conclure, à la partie programme d'accompagnement sur mesure. On a lancé ça avec Joris en début d'année. On s'est rendu compte que pour attaquer le marché du Royaume-Uni, je ne vous parle même pas du contexte Brexit, mais il est vraiment très, très, très important de se structurer, d'être accompagné pour accéder au marché, quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre degré de maturité. C'est pour ça qu'on vous propose, si vous le souhaitez, donc un accompagnement sur mesure pour faire avec vous votre feuille de route, activer vraiment vos opportunités, renforcer vos compétences stratégiques, votre force commerciale et opérationnelle. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment d'indispensable. Si vous ne vous sentez pas capable d'aller sur le marché tout seul, pensez vraiment à cet accompagnement spécifique qu'on peut vous proposer avec Joris au travers de différentes... Alors je vais passer là-dessus, je vais aller directement sur les différentes briques d'accompagnement opérationnel qu'on peut vous proposer. La première phase, opportunité de marché, j'y vais ou j'y vais pas. Donc, bien étudier avec vous la viabilité de vos produits et de vos services sur le marché UK, avec les différentes briques là, de 1 à 6 que l'on peut vous proposer. Le step d'après, c'est travailler sur la stratégie go-to-market. Oui, j'y vais, mais du coup, comment? Avec quels outils, là encore, il y a une stratégie particulière à adopter en fonction de vos besoins et de votre degré de maturité. Et puis après, la phase de mise en place opérationnelle. On vous propose ici 19 briques d'accompagnement différentes qui peuvent être mixées, évidemment, avec un tarif préférentiel pour les entreprises bretonnes. Joris propose ces services-là aux entreprises françaises ou même internationales qui l'accompagnent, mais là, on vous propose un tarif préférentiel si ça vous intéresse pour les entreprises bretonnes. Donc, avec le choix pour 3 briques, le coût est de 1 699 € hors taxe. Briques à choisir, je le rappelle, parmi ce panel-là, et puis peut-être d'autres qui seront adaptés et sur mesure, encore une fois, par rapport à vos besoins. Mais voilà, si vous ressentez le besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Joris directement pour qu'on crée avec vous cet accompagnement, cette roadmap opérationnelle et efficace qui vous rendra gagnant sur votre déploiement sur le UK. Voilà, je voulais conclure là-dessus. super. S'il y a des questions, c'est maintenant, avant que l'on termine ce webinaire. N'oubliez pas en tout cas qu'on est à votre entière disposition. Je vous ai mis les coordonnées de Joris et puis les miennes à la fin de cette présentation. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on vous aidera avec grand plaisir dans votre développement et vos projets sur le UK. Est-ce que vous avez des questions, Michael, Nadia, peut-être avant de clôturer? Moi, j'ai une question. Alors, justement, sur les douanes, quand on travaille avec des marketplaces, c'est eux qui... Est-ce que c'est eux qui achètent en fait notre marchandise et du coup qui paient les frais de douane? Ou est-ce que c'est nous qui les payons et eux mettent juste à disposition le canal de distribution? C'est quoi les règles en fait? Ça dépend des marketplaces. Il y en a qui vont acheter directement et qui vont mettre euh, l'aspect transporteur dedans. Certains vont dire non, c'est à vous de gérer, donc vous devez avoir vos stocks à cet endroit-là. Vous nous envoyez vos stocks et c'est vous qui gérez tout ce qui est en amont. Donc, c'est bien de travailler avec des courrières, que ce soit peut-être DHL ou d'autres équivalents qui pourraient faire. Alors moi, j'accompagne aussi sur l'aspect douanier, mais donc ça dépend. Amazon, ils ont un service où vous pouvez livrer tout d'un coup. Donc, ils achètent, d'accord, et vous livrez tout d'un coup. C'est ce qu'on appelle le 1P and 3P. Donc je pourrais vous informer davantage sur ça. Mais donc ça dépend, mais c'est à considérer effectivement pour savoir quelle est la meilleure approche et quel est le niveau de stock que vous pourriez avoir quelque part. Ouais, effectivement. Parce que le stock peut aussi rester là et si c'est votre stock et qui dort et qui ne peut pas être mis ailleurs, il faut faire attention dans la gestion de son stock dans cet aspect-là. Mais maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui sont revenues sur le marché UK justement parce que
c'est un peu plus rodé quand même maintenant, hein. Michael, pas de questions? C'est OK pour vous? Il y a d'autres places de marché plus B2B ou des choses comme ça, ou sur du service et des... Ouais, alors justement, c'est intéressant que vous parlez de ça. Donc, oui, il y en a en B2B, alors sur le service, bien sûr, mais il y en a aussi sur B2B produit. Et le Mhm. B2B, donc il y a un aspect assez dynamique du e-commerce B2B qui est en train de se développer, justement parce que ils vont calquer un petit peu ce qui se fait sur le B2C. D'accord? Donc, vendre du matériel, par exemple, en B2B sur des marketplaces. Et il y a un certain nombre de groupes qui commencent à se développer sur ça. Miracle aussi a un certain nombre de clients B2B dans le Mhm. domaine agricole, informatique, euh, bureautique, toutes ces choses-là. Donc les comportements d'achat commencent à vraiment se mélanger aussi sur ça. Donc, j'ai pas fait un focus sur ça aujourd'hui, à part justement le jour sur le côté Mm. mode, mais c'est tout. D'accord. Et il y a une spécificité UK, enfin les Anglais aiment beaucoup les places de marché, ou qu'est-ce qui fait finalement par rapport au Euh, marché français? Ouais, il y a des comportements d'achat. L'anglais est très pragmatique, donc l'aspect très pragmatique et conveniency, excusez-moi le terme en français, La mais praticité, en la fait. praticité, le côté, voilà, je clique sur un bouton, j'ai ce que je veux, quoi. Donc, c'est vraiment D'accord, ouais. cette immédiateté, Rapide, efficace et fiable, euh, quoi. ouais, rapide, Mm, efficace et fiable, et des fois économique, mais pas toujours, quoi. Vous voyez, mm. donc, c'est aussi toute une dynamique, hein, de mentalité de consommateur, Mhm. d'accord? Le moins d'obstacles, le mieux. Est-ce que ça valorise? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat. Est-ce que c'est bien pour l'économie du retail en magasin, tout ça? Ça c'est un autre sujet. Mais Mhm. c'est en train de dynamiser les choses sur l'online, forcément. Donc, mais je pense que c'est un aspect un peu culturel sur ça. Et la France n'est pas très loin derrière. Il ne faut pas non plus se leurrer. Mais alors après, ce qui est vraiment intéressant, c'est plus on descend en Europe, plus c'est vraiment lent. D'accord? Il y a un fossé énorme avec l'Italie, par exemple. L'impulsion d'achat quand même côté français en comparaison avec le UK, l'acheteur français utilisateur des marketplaces va y aller pour des prix plus bas, avec cet objectif de trouver des prix plus bas. Euh, Les anglo-saxons sont câblés plus e-commerce ou marketplace pour, comme on l'a dit tout à l'heure, le côté pragmatique. C'est pratique, c'est rapide, j'ai pas besoin de me déplacer, et tout d'un coup, c'est ouais, fiable. Il y va pas forcément sur les marketplaces pour trouver moins cher qu'en magasin. C'est juste une question de praticité. ouais, il y a un élément générationnel aussi, hein, Mm. d'accord? Donc, toutes les générations ne répondent pas de la même façon, mais que Amazon a vraiment rectifié les tirs et a changé les comportements euh, à échelle, ce qui crée donc une attente des clients aussi sur la façon dont ils achètent, quoi. Donc, si vous avez 10 jours pour avoir un produit, il y a plein de gens qui se disent, mais il est où mon produit, quoi? Parce qu'Amazon, il a créé le Amazon Prime, en tout cas, dans 24 heures, c'est chez vous, quoi. Vous voyez. Mm. Ok. C'est comme Et ça qu'on est-ce qu'il y change a de des, et est-ce qu'il y a des places de marché plus qualitatives que d'autres? Parce que même sur Amazon Oui, oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. on a peur Bien sûr. de la contrefaçon souvent. D'ailleurs, même sur du produit de luxe, on peut parfois se dire c'est moins cher, mais est-ce que c'est du tombé du Ça dépend camion des ou catégories, hein, tombé de... Mhm. Non, mais Amazon, ils ont fait beaucoup la guerre à ça. Ils ont fait une annonce récemment pour purger un grand nombre de revendeurs sur leur marketplace. Purger, hein. Je sais vraiment ce qu'ils ont fait, hein, pour aller chercher des marques directement, d'accord? Pour limiter tous ces trucs-là. Donc, et après, ça dépend des catégories. John Lewis, c'est très premium. Etsy, c'est très premium. Ça dépend des produits. C'est pour ça que je reviens sur qu'est-ce que vous vendez, quel est votre client, combien ça vous coûte et combien ça coûterait de grandir dans 12 mois, 18 mois. Commencer vraiment avec une fondation solide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez un certain nombre de contacts qui sont intéressés par ça, même pour échanger, hein, Michael, sur l'aspect technologique et tout ça, je serais toujours curieux de. Oui, on peut organiser une visio, la post-webinaire, rapidement pour approfondir quelques questions qui sont vraiment spécifiques à vos domaines d'activité. Nadia, pareillement. Mm. Oui, Contactez-moi et puis on organisera ça avec Joris. Merci ok. beaucoup en tout cas pour votre attention et Merci. puis votre Bah non, merci à vous. participation. Merci. Et
Et Très puis, bon je vous week-end. dis à très bientôt pour d'autres webinaires BCI. Je vous souhaite une belle fin de journée et bon week-end. Au revoir. Très bonne Également. journée. Bon Au week-end. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.